Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Ravi de vous retrouver. Nous sommes à nouveau rejoints par Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA qui publie des articles très perspicaces sur son blog, Sonar 21, qui est en accès libre et sans publicité. Oui. Alors assurez-vous d'y jeter un œil. Merci d'être revenu. Et votre article le plus récent est La Russie redevenue Oresnik, dans lequel, les Russes ont promis des représailles pour l'attaque de drones du 28 décembre et au lieu d'essayer de calmer la situation, les États-Unis ont commencé à se livrer à la piraterie en détournant un navire russe. Donc aujourd'hui, nous avons vu que l'Oresnik était la réponse des Russes, bien que sans ogive. Donc, on a l'impression que cela pourrait être le dernier avertissement venant de Moscou, étant donné la fureur qui y règne en ce moment. Et je me demande juste, qu'est-ce que vous voyez qui s'est passé maintenant et pourquoi, selon vous? La Russie continue de pratiquer, ce que j'appelle une escalade prudente. Cela a commencé le 28 décembre avec l'attaque ratée contre la résidence officielle de Vladimir Poutine. Et en fait, je crois vraiment que la CIA pensait que Poutine serait cette adresse et qu'ils auraient une réelle chance de le tuer. Et tout cela s'est déroulé pendant que Trump rencontrait Volodymyr Zelensky à Mar-a-Lago. Donc c'était en quelque sorte le premier coup. Vous savez, comme vous et moi, nous avons discuté après cet événement que les Russes étaient furieux à cause de cela. Je veux dire, cela semblait un peu irrationnel dans le sens où vous savez, les précédentes attaques terroristes contre le Crocus City Center ou même vous savez, l'année dernière. Je pense plutôt cette année, quand Poutine s'est envolé pour Kursk. Et puis après que cela ait été réglé, il y aurait eu une tentative d'abattre son hélicoptère. La Russie n'a pas réagi avec le genre de colère qu'elle a eu dans ce cas particulier. Et apparemment, c'est parce que, lié à l'attaque contre Poutine, il y avait une cible impliquant centre de commandement lié à la structure de commandement nucléaire de la Russie. Et puis plus tôt cette année, le 1er juin, les États-Unis ont aidé l'Ukraine à mener cette attaque contre les bases aériennes stratégiques de la Russie. Donc, encore une fois, une autre attaque contre la capacité nucléaire de la Russie. Donc, je pense que les Russes, à ce stade, ont réalisé. D'accord. Ce n'était pas des accidents. C'est délibéré et nous allons répondre, mais ils vont répondre de manière appropriée. Alors, qu'ont-ils fait cette fois-ci? Ils ont éliminé 50% du gaz naturel stocké en Ukraine. 50%. Et ils ont attaqué d'autres sous-stations et centres énergétiques clés à travers Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kiev. Et donc, la Russie est en train d'éteindre littéralement toutes les lumières et l'énergie en Ukraine alors que nous entrons dans le creux de l'hiver et il fait froid. Et ils viennent d'annoncer à Kiev que Klitschko demande aux gens de quitter la ville, en particulier ceux qui vivent dans des immeubles d'appartements ou des copropriétés de plus de 10 étages, car ils doivent couper l'eau. Sinon, les tuyaux vont éclater. Et alors, vous avez des tuyaux éclatés, vous savez, tout le système de plomberie pour les eaux usées, et l'eau potable disparaît. Donc, la Russie fait preuve de retenue dans sa réponse. Elle ne réagit pas en frappant les bases de l'OTAN à travers l'Europe. Je pense que ce serait le dernier recours de la Russie. Vous savez, vous m'avez envoyé un article plus tôt avec lequel j'étais entièrement d'accord que, vous savez, c'était un avertissement pour toute l'OTAN. Si vous ne pensez pas que nous pouvons vous atteindre et vous toucher, nous le pouvons. Nous préférons ne pas le faire. Si cette escalade, si vous continuez à intensifier cette guerre, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous défendre. C'est là que cela mène. Eh bien oui. J'ai interviewé plusieurs fois cette femme ukrainienne, Marta Avrishko, qui était... Eh bien, elle est assez critique envers l'extrême droite en Ukraine, mais elle faisait remarquer que chaque fois que la Russie envoie un signal à l'OTAN, un avertissement, c'est toujours contre l'Ukraine, et cela soulève cependant la question.
je comprends bien sûr pourquoi attaquer. Attaquer directement l'OTAN eh bien, c'est un grand pas parce qu'une fois cette ligne franchie, il est très difficile d'éviter une guerre directe. Et aussi la position des États-Unis, s'ils vont juste, vous savez, vendre des armes aux Européens et laisser les Européens se débrouiller ou s'ils vont intervenir, c'est incertain, surtout si beaucoup de destruction est infligée à l'Europe. Euh, mais jusqu'où pensez-vous que les Russes peuvent être poussés maintenant? Parce que, encore une fois, c'est nous. Il y a quelque chose d'étrange en Occident maintenant. Nous n'avons pas le droit de parler des Russes. Que les Russes pensent, leurs préoccupations de sécurité et la colère là-bas, mais c'est vraiment, chaque fois que j'entends quelque chose de Moscou, vous avez l'impression que leur sang bout essentiellement. Eh bien, ils sont assez en colère contre toute l'Europe et vous savez en particulier contre les Allemands. Alors, à quel point pensez-vous que nous pourrions être proches d'une guerre maintenant? Nous sommes plus proches maintenant qu'il y a un an. Et vous savez, et ce n'était pas seulement l'attaque ratée par drone sur la résidence officielle de Poutine le 28. C'était ensuite la capture et l'arraisonnement par les États-Unis du pétrolier battant pavillon russe. Ce n'était pas comme l'Occident a essayé de le dépeindre, que ce pétrolier s'est soudainement fait passer pour russe à la dernière minute, sans être vraiment russe. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié hier une déclaration cinglante condamnant cela comme de la piraterie, condamnant cela comme illégal. Ce qui était fascinant, c'est que l'équipage se composait de 2 Russes, dont l'un est le capitaine, 8 Géorgiens et 20 Ukrainiens. Maintenant, pensez à cela. Ici, nous avons la Russie et l'Ukraine en guerre, mais vous avez le capitaine russe d'un navire avec 20 membres d'équipage ukrainien, et apparemment, s'ils ne se battaient pas en mer. Mais je viens d'apprendre ce matin que les États-Unis ont libéré les 2 Russes, les ont renvoyés. Mais entre-temps, ces 8 Géorgiens et 20 Ukrainiens font face à des accusations criminelles aux États-Unis. Alors, vous ne pouvez pas inventer ça. C'est vraiment étrange, mais les États-Unis montrent qu'ils n'ont pas réfléchi à tout ça, parce qu'ils pensent pouvoir faire pression comme nous l'avons fait au Venezuela. Nous pouvons entrer et montrer notre force militaire sans en payer le prix. Ces jours, l'OTAN, les États-Unis ou l'OTAN franchiront la ligne et la Russie sera obligée de frapper en dehors de l'Ukraine. À ce stade, ils se contentent de frapper des cibles à l'intérieur de l'Ukraine, y compris des installations de l'OTAN. Il y a 2 jours, 3 jours, la Russie a frappé des installations à Zap, voyons Dnepropetrovsk, à Odessa et à l'ouest. En Ukraine, qui étaient toutes des usines détenues par les États-Unis, des installations détenues par les États-Unis, la Russie les a attaquées et détruites. Donc vous savez, je pense que la Russie envoie également un message à Washington. Je ne sais pas s'ils l'ont compris, mais au moins, vous savez, la Russie ne cherche pas maintenant à éviter d'attaquer des cibles affiliées aux États-Unis ou à l'Europe. Eh bien, la dernière fois que nous avons parlé, j'ai mentionné que l'ancien conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovitch, a souligné que dans les bunkers sous la résidence, ou à proximité du moins, les Russes ont comme un centre de commandement nucléaire et c'était prétendument l'une des raisons pour lesquelles les Russes étaient si en colère. Ils voient cela comme une attaque directe des États-Unis sur leur capacité de riposte. Maintenant, je ne suis pas, encore une fois, je n'ai aucun moyen de vérifier si cela est correct ou non, mais cela s'inscrirait dans un schéma plus large, c'est-à-dire la frappe sur la base d'Engel, où la Russie a ses bombardiers stratégiques, armés nucléaires d'ailleurs plusieurs fois, on peut ajouter. Cela est également cohérent avec l'attaque sur les radars d'alerte précoce nucléaire de la Russie, qui sont censés les avertir s'il y a une frappe nucléaire en approche. Ce qui est une chose étrange à frapper, car cela n'a rien à voir avec l'Ukraine, et cela rend aussi les Russes, je suppose, plus inquiets. Moins de temps de préparation, donc ils vont devoir appuyer sur ce bouton, le bouton de frappe de riposte, beaucoup plus vite, moins de temps pour réfléchir. Et aussi, bien sûr, comme vous l'avez vu en juin 2025, l'attaque contre les bombardiers nucléaires de la Russie, dont le FSB a déclaré que le Mi-6 était responsable. Mais je suppose aussi que la CIA a joué un rôle dans cela. Alors, comment faites-vous ? Encore une fois, si cette attaque contre la résidence de Poutine s'inscrit dans tout cela, quel est l'objectif ici pour les États-Unis ? Est-ce pour préparer une première frappe nucléaire ? Est-ce pour signaler une domination dans l'escalade, en disant aux Russes « Nous pouvons monter cette échelle et aller plus loin que vous, alors reculez » Est-ce pour faire pression sur les Russes afin qu'ils acceptent certaines concessions
ou pour provoquer une réponse afin que les Russes soient entraînés davantage dans une guerre directe avec les Européens? Comment évaluez-vous cela? Parce que cela dépasse le cadre de la provocation. Je veux dire, quand la Russie répondra, si nos dirigeants osent dire que c'était sans provocation, cela dépasse l'entendement. Je veux dire, imaginez que quelque chose comme cela se soit produit pendant la guerre froide. Cela aurait un chapitre distinct dans les livres d'histoire. Eh bien, je me replonge dans mon rôle analytique au siège de la CIA et la question vient du 7e étage. Le 7e étage, c'est là où le directeur de la CIA était assis. Et ils ont dit, d'accord, la Maison-Blanche veut savoir que vont faire les Russes, Quel est le véritable objectif? Ou je le renverse. Je fais maintenant ce rôle pour Vladimir Poutine en tant que membre du FSB. Et donc, la première chose que je dois évaluer, est-ce que les États-Unis respectent le droit international et les accords internationaux? Je devrais dire non. Sous Donald Trump, les États-Unis ont abandonné tout prétexte de reconnaître le droit international, les traités internationaux comme valides. Au lieu de cela, les États-Unis sous Trump ont maintenant clairement indiqué qu'ils vont prendre ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, tuer qui ils veulent, faire tout ce qu'ils doivent faire si cela sert leurs intérêts. C'est le premier danger maintenant que la Russie dit « D'accord, si vous êtes Vladimir Poutine et que vous entendez cela, je ne peux plus me fier à aucune promesse ou à quoi que ce soit écrit. » Tout ce que les États-Unis ont accepté par écrit, ils ne le respectent plus. Et vous avez Trump qui dit très clairement, et pas seulement lui, Stephen Miller, Marco Rubio, les principaux membres de l'administration Trump qui affirment en gros vos accords internationaux et votre droit international s'essuient les pieds dessus, d'accord? Cela ne signifie rien. Donc, de ce point de vue, lorsque vous, en tant que Russie, avez essayé de respecter les conventions internationales et de maintenir les lois internationales, y compris les accords pour limiter la production d'armes nucléaires. Vous savez, encore une fois, vous devez prendre du recul et dire, d'accord, au cours des 25 dernières années, George W. Bush s'est éloigné de l'accord sur le traité antimissile balistique. Donald Trump a unilatéralement abrogé l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires et à l'heure actuelle refusé nos offres de poursuivre ou de tenter de maintenir New START, intact afin que nous contrôlions les missiles balistiques intercontinentaux. Donc avec tout cela en arrière-plan, si je suis la Russie, je dis, vous savez quoi? Nous devons nous préparer à la guerre. Les États-Unis, la seule chose que les États-Unis comprendront, c'est la force. Et les négociations sont une impasse. Si j'étais l'analyste, c'est ce que je dirais à Vladimir Poutine. Non, c'est à lui de trouver quoi faire. Oui, c'est un excellent point car la seule raison pour laquelle les Russes ont ces missiles hypersoniques, la raison pour laquelle ils ont consacré autant de travail à leur système de missiles, c'est parce qu'ils ont prévenu qu'ils feraient cela pendant plus de 20 ans. Et c'est lorsque les États-Unis ont annoncé en 2001, et bien sûr cela est entré en vigueur en 2002, le retrait du traité ABM, que les Russes ont dit « Eh bien, maintenant nous devons développer des missiles qui peuvent contourner votre bouclier antimissile balistique. » Parce que la préoccupation était que ce n'était pas comme si le bouclier antimissile balistique pouvait jamais empêcher une première frappe russe, car il y aurait trop de missiles, ce serait écrasant. C'est plus ou moins la peur que cela soit destiné à permettre une première frappe, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des armes nucléaires comme dissuasion, cela a un but offensif car il suffit d'être assez puissant pour absorber les capacités de riposte de la Fédération de Russie. C'est une préoccupation. Et même si les États-Unis ne lançaient pas une première frappe, la préoccupation serait qu'ils pensent avoir les capacités. Cela les rendrait, en fait, plus agressifs, car maintenant, ils se sentent capables de monter l'échelle de l'escalade et les Russes devraient se retirer. Je veux dire, c'était toute la raison pour laquelle il y avait un traité ABM, à savoir que les armes nucléaires ne devaient pas avoir ce but offensif. D'accord. Il est étrange que nous mettions tous ces incitatifs en place pour que la Russie développe ses armes. Mais pourquoi pensez-vous que les Russes n'ont pas mis d'ogive dessus? Parce que c'est la première fois que les Russes ont développé le Storm-S, je pense que c'était en juin. Ils en ont lancé un sans ogive comme avertissement, et cette fois, ils en ont lancé un sans avertissement en Ukraine occidentale, près de la frontière polonaise. Tiens, laissez-moi vous corriger à ce sujet. En fait, ce que j'ai lu, c'est que les Russes ont averti les États-Unis 3 heures avant le lancement, car ils voulaient s'assurer que les États-Unis, qui ont des satellites qui surveillent les lancements de ce qui pourrait être un missile balistique intercontinental,
comprendrait que ce que nous lançons est ce missile intermédiaire. Nous ne vous dirons pas où il va en Ukraine, mais il est confiné à l'Ukraine. Ils ont donc été avertis à l'avance et ensuite les États-Unis ont commencé à appeler des gens en disant « Faites attention, quelque chose de mauvais arrive ». Oui, je ne suis pas sûr si c'était lié à cet avertissement, mais j'ai vu que les États-Unis ont averti leur personnel de l'ambassade ou quelque chose comme ça. Non, correct. Était-ce lié à cet avertissement? Si ce n'était pas lié, ce n'était pas lié. D'accord. Parce que cela s'est produit il y a quelques jours. Oh, désolé. Je pense que l'ambassade a peut-être été avertie par les Russes en disant « Regardez, nous allons riposter et nous allons riposter, mais ce sera en Ukraine. » Vous savez, les États-Unis ont pris cela comme « OK » et les Américains sortaient d'ici, gardez un profil bas, etc. Mais pour le lancement spécifique du Storm S, apparemment, les États-Unis ont été informés 2 à 3 heures à l'avance. Encore une fois, la Russie essaie d'éviter de faire quoi que ce soit unilatéralement qui pourrait être mal interprété et conduire à une guerre nucléaire. Eh bien, en ce qui concerne la saisie des navires russes, je veux dire, tout comme le retrait du traité antimissile balistique a encouragé la Russie à développer le missile hypersonique. Nous voyons que cette nouvelle tendance soit de faire de la piraterie, c'est-à-dire de détourner des navires ou d'attaquer des navires. Vous savez, au départ, ils prétendaient que c'était bien. Ils prétendent toujours que c'était l'Ukraine qui a attaqué, qui est tous les navires russes, même en Méditerranée. Mais cela devient de plus en plus éhonté, je suppose. Oui. Il y a moins besoin de cacher ce qu'ils font. C'est donc ce genre d'incrémentalisme. Mais étant donné que c'est la nouvelle norme, la nouvelle manière de traiter avec la Russie, il semble si prévisible que la conséquence sera que la Russie commencera à protéger de plus en plus ses navires avec la force militaire, ce qui signifie que la marine russe sera beaucoup plus active en mer Baltique, sera beaucoup plus active en mer Noire et également dans l'Arctique, ou partout où ils iront. Où voyez-vous cela mener? Parce que, encore une fois, les États-Unis se sentiraient plus confiants ici étant donné qu'ils sont une puissance maritime bien plus grande. Mais le risque de guerre par des erreurs de calcul augmente considérablement, cependant. Oui. Eh bien, laissez-moi revenir à l'illustration que j'essayais d'utiliser à propos d'être un analyste du renseignement russe devant informer le président Poutine ou répondre à ses questions sur quelles sont les intentions des États-Unis, quelles sont les capacités des États-Unis. Inverse question, vous savez, et le président Poutine pourrait me demander « Monsieur Johnson, pouvez-vous me donner un exemple où les États-Unis ont donné la priorité au droit international pour limiter leurs actions ?» Je devrais dire non. Vous savez, la piraterie en mer, quelle est la différence avec la piraterie sur terre lorsqu'ils enlèvent et kidnappent un président élu? Maintenant, nous pouvons prétendre qu'il est illégal et illégitime, mais vous savez, c'est toujours dans les limites du Venezuela. Nous ne pouvons pas aimer ça, mais était toujours considéré internationalement comme le dirigeant élu. Et donc la réponse est bien non, je ne peux pas. Vous partez donc de la présomption que les États-Unis ne sont pas liés par une quelconque contrainte légale. Au lieu de cela, la force prime. S'ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer, ils le feront. Donc du point de vue de la Russie, ils ont par le passé utilisé beaucoup de ces... Vous savez, ils les appellent des navires fantômes. Tout ce que cela signifie, c'est que ces navires ne sont plus assurés par Lloyd de Londres. Ils sont assurés soit par la Chine, soit par la Russie. Je pense que la Russie et la Chine arrivent maintenant au point où ils se disent « Vous savez ce qu'on va faire? Nous allons immatriculer ces navires avec nos propres drapeaux, ces navires battant pavillon russe et chinois. » Cela ne me surprendrait pas que la Russie commence à déployer. Un peloton, vous savez, de 15 à 30 grammes, vous savez, des forces spéciales sur ces navires pour les protéger afin que tout hélicoptère entrant soit confronté à la possibilité de tirs mortels. Et de même, toute tentative par les Navy SEALs d'essayer de monter à bord d'un navire en mouvement serait confrontée, vous savez, des tirs depuis le bord. Vous savez, vous ne voulez pas en arriver là, mais ce serait une meilleure option que de risquer la confrontation ou une fois le navire pris. Il y a eu, vous savez, je pense, une grosse surestimation de l'importance du pétrole vénézuélien pour la Chine. Vous savez, je regarde ce que les Chinois faisaient, ils rendaient service au Venezuela en achetant son pétrole. Ils n'en avaient pas besoin. C'est comme ici aux États-Unis, chaque année, nous avons cette organisation appelée les Girl Scouts. C'est pour les filles entre 8 et 13 ans et l'une des choses qu'elles font chaque année pour récolter de l'argent, c'est vendre des cookies.
Eh bien, c'est quand ça me pensait à la Chine comme s'ils avaient leur propre entreprise de fabrication de cookies, mais leur voisin d'à côté, il y a cette petite fille, ils vont lui acheter des cookies. C'est ce qu'ils faisaient avec la Chine. Ils achetaient du pétrole à la Chine, enfin dans ce cas, c'était du pétrole pour soutenir l'économie vénézuélienne. Ce n'était pas quelque chose dont la Chine dépendait. Ce n'était pas comme si la Chine n'avait pas d'autres sources possibles pour ce pétrole. Ce n'était pas le cas. Mais c'était encore la Chine essayant de construire de l'influence en fournissant de l'argent, en fournissant de l'assistance, plutôt que de menacer et d'utiliser la coercition militaire. Ouais. Eh bien, il a souvent été souligné que les Chinois, s'ils ne peuvent pas acheter de pétrole ailleurs, seraient plus dépendants du pétrole russe, ce qui ne ferait que les rapprocher. Et si vous lisez le travail des eurasianistes russes, surtout au début du XXe siècle, l'argument principal était que notre faiblesse est que nous essayons de nous développer comme un pays d'Europe occidentale, comme une puissance maritime. Mais nous sommes une puissance eurasienne, alors ils contrôlent les mers de toute façon et ils essaieront toujours de limiter notre développement en nous bloquant en mer. Ce que nous devrions faire, c'est plutôt développer, regarder vers l'Est, former des corridors terrestres, nous connecter avec toutes les grandes puissances eurasiennes et asiatiques. C'est juste une impression Ouais, qu'il y a des conséquences imprévues ici. Eh bien, mais laissez-moi juste intervenir. Ceci, c'est fournir plus de preuves pour soutenir la position de notre ami commun Sergei Karaganov, qui dit que l'avenir est à l'Est, pas à l'Ouest. Je veux dire, c'est comme si Donald Trump faisait valoir l'argument de Sergei pour lui. mais c'est le problème quand vous militarisez la connectivité économique parce que cela, vous savez, si vous voulez prédire comment ils pourraient agir maintenant que les États-Unis s'impliquent davantage dans la piraterie, bien sûr, pas seulement contre le Venezuela, mais maintenant s'attaquent aussi aux navires russes. Vous savez, nous avons eu ce problème auparavant le long de la côte somalienne et nous avons simplement mis beaucoup de soldats et de mercenaires armés sur les navires. Eh bien, nous sommes les Somaliens maintenant. Ils semblent à détourner des navires. Mais aussi l'autre aspect, voler les actifs souverains des pays, ce qui est inédit, interdire l'accès aux banques et aux systèmes de paiement, bloquer l'accès aux technologies. Ça ne fonctionne qu'un peu jusqu'à ce que les pays trouvent des moyens de le contourner. Et une fois qu'ils le font, tout devient, je suppose, beaucoup plus laid. Mais je voulais vous demander, vous savez, vous avez dit que si vous donniez des conseils au Kremlin, que leur diriez-vous à propos des intentions de Washington concernant les négociations? Je veux dire, où en sont les négociations maintenant? Eh bien, les négociations sont une impasse. Elles ne sont pas sérieuses. Les États-Unis ne sont pas sérieux à l'idée de conclure un accord avec la Russie. S'ils étaient sérieux, vous savez, je suggérerais au président Poutine, lors de notre prochaine réunion avec Steve Witkoff et Jared Kushner, de dire, écoutez, si nous voulons avoir une chance que ces pourparlers réussissent, nous allons avoir besoin de mesures concrètes de votre part pour montrer que vous êtes sérieux. Cela signifie, premièrement, nommer un ambassadeur en Russie qui soit une personne sérieuse et qui aura un accès direct au président Trump. Deuxièmement, lever ou suspendre toutes les interdictions sur les vols directs entre la Russie et les États-Unis. Cela doit cesser. Troisièmement, mettre fin à toutes les restrictions sur l'ouverture de consulats russes aux États-Unis pour faciliter les voyages entre nos deux pays. Quatrièmement, restituer les biens, les propriétés russes qui ont été saisies de nos missions diplomatiques à New York et Washington, D.C. Se lever les restrictions sur les déplacements de nos diplomates. Faites ces 4 choses et alors nous saurons que vous êtes sérieux à propos des discussions. Sinon, vous savez, nous ne perdrons pas notre temps. Voyons si les États-Unis le font. Je ne pense pas qu'ils le feraient. Eh bien, oui, parce que je pense souvent aux négociations qu'ils ont eues avec l'Iran. Et Trump faisait valoir qu'il faisait de grands progrès juste avant de lancer une attaque surprise contre l'Iran. Eh bien, si vous êtes à Moscou, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser comme Trump se qualifie de pacificateur et comment il a une grande relation avec Poutine et qu'il négocie. Ils vont mettre fin à cette guerre. Ils ont fait 90% du chemin. Vous ne pouvez pas ignorer que les planificateurs de guerre derrière cela sont principalement des généraux américains assis en Allemagne. Ce sont des agents de la CIA qui sont derrière les attaques contre les raffineries russes, contre les navires russes. Il y a une dissuasion nucléaire. Ce sont, encore une fois, des armes américaines lancées par des sous-traitants américains, guidées par des satellites américains, des cibles choisies, encore une fois, par le renseignement américain. Et bien sûr,
tous les arguments de Trump selon lesquels nous devons imposer toutes ces sanctions massives, faire pression sur les pays pour qu'ils cessent de commercer avec la Russie, comme l'Inde, le discours selon lequel nous devons affaiblir la machine de guerre russe, ce qui revient à dire que nous allons détruire votre économie. Tout ce discours, et puis il n'y a pas de progrès dans les négociations. Exactement. Exactement. Ça n'a aucun sens. Pourquoi les Russes continuent-ils d'accepter cela? Est-ce que, selon vous, c'est sincère ou bien qu'ils savent que ça ne mènera à rien, mais qu'ils font juste semblant pour amuser Trump? Eh bien non, je pense qu'il y a une pression de la Chine, de l'Inde, dans une moindre mesure du Brésil, pour que la Russie fasse un effort de bonne foi pour négocier avec les États-Unis. Je pense qu'à la suite de l'attaque contre la résidence de Poutine et de l'enlèvement du président Maduro, la pression qui aurait pu venir de la Chine, de l'Inde, du Brésil sur cette question a maintenant diminué de manière significative. Je pense qu'ils reconnaissent maintenant que les États-Unis sont un pays sans loi et que nous ne voyons aucune raison de respecter les conventions et règles internationales. Il n'y a rien de tel. Écoutez, Stephen Miller, s'ils disent ouvertement qu'il n'existe pas de droit international, nous n'avons pas à suivre cela. Nous sommes les plus grands, nous sommes les plus forts, nous sommes la superpuissance. Allez vous faire voir, nous allons faire ce que nous voulons faire. Et vous savez, si l'un de ces pays avait encore des doutes sur le fait que la Russie avait exagéré ou déformé la position des États-Unis, les États-Unis l'ont dit ouvertement. C'est un peu comme cette scène dans A Few Good Men avec Jack Nicholson, où il insiste sur le fait qu'ils n'ont pas commis cet abus contre ce jeune soldat. Et finalement, sous contre-interrogatoire, il admet « Bien sûr que j'ai ordonné un code rouge ». C'est exactement ce que Stephen Miller et Donald Trump ont fait. Ils ont simplement admis « Oui, nous l'avons fait et nous allons le refaire ». Et le reste du monde se dit « Waouh, attendez une seconde, voilà pour l'ONU ». Ils ont simplement admis que l'ONU est une plaisanterie, que l'ONU n'est pas à prendre au sérieux. C'est la loi de la jungle. Et Dmitri Medvedev, je pense, a correctement observé, capturé et commenté cela dans les dernières 24 heures. On dit « Et, qui est le plus grand et le plus fort dans la jungle, tout tourne autour de la force. Ce ne s'agit pas de bien ou de mal, ni de loi. » Non, écoutez, cela va complètement à l'encontre de l'approche de Vladimir Poutine, car en tant qu'avocat, il a été formé à respecter la loi. Vous savez, les gens disent « Oh, c'est ridicule ». Mais non, il a mis un point d'honneur à mettre les points sur les i et les barres sur les t et à essayer de procéder de manière légale, en conformité avec le droit international. Maintenant, on leur dit au cours des 10 derniers jours que le droit international n'a plus d'importance et que la Russie doit se préparer à agir en conséquence. Eh bien, c'est un problème si le droit international n'existe pas et que la force prime, vous envoyez un signal au système international. Si vous voulez avoir une protection ou supposer que vous pouvez avoir une sécurité ou des droits de quelque nature que ce soit, cela doit être soutenu par le pouvoir, par les armes. Et cela peut encourager un grand équilibre, cependant, des États-Unis si les États-Unis disent essentiellement au reste du monde, la seule raison pour laquelle nous allons suivre les règles est parce que vous avez un pouvoir, vous pouvez utiliser contre nous. Et je pense que cela est une prise de conscience pour beaucoup d'États. Parce que avec le Venezuela, les Européens semblaient choqués que, eh bien, pourquoi ne disent-ils pas simplement le mot magique de la démocratie et de la liberté? C'est pourquoi vous êtes allés au Venezuela. Alors vous savez, alors c'est légitime et nous pouvons le soutenir. Mais au lieu de cela, ils ont juste dit, non, c'est le pétrole que nous voulons, c'est notre hémisphère, partez, c'est notre pétrole. Et puis, bien sûr, quand ils ont aussi dit, nous voulons le Groenland, les Européens ont réagi, eh bien, pourquoi? Mais enfin, quelle est votre revendication? C'est, vous savez, un territoire souverain. Oh, nous en avons besoin. Et c'est juste, il n'y a même pas, du moins dans le passé, il y avait une sorte de prétexte que, vous savez, eh bien, il pourrait y avoir une loi ici ou là. Maintenant, cela semble juste comme si nous l'ignorions. Ouais, ce sont les tactiques du crime organisé. Vous savez, vous êtes le commerçant, vous gérez une épicerie fine ou un restaurant. Les types de la mafia locale viennent vous dire « Hé, vous avez un beau restaurant ici. Vous savez, vous allez nous payer 25% de vos bénéfices chaque mois à partir de maintenant parce que nous vous aiderons à garder le restaurant en bon état. Si vous ne le faites pas, le restaurant ne sera pas si bien. Oui, vous devez payer, vous savez. » C'est à ça que ça ressemble, ce genre de coercition. Et juste le fait que, vous savez, ils insistent « Oh oui, nous avons besoin du Groenland. » En quel but? Pour que nous puissions arrêter la Russie et la Chine. D'accord. Et eh bien, quand les Danois et eh bien, les Européens en général disent aux Américains « Eh bien, vous savez, nous sommes alliés.
vous pouvez avoir plus de bases ici si vous voulez. Et ils disent non, non, non. Nous en avons besoin sous notre contrôle. Cela signale aussi ce qui arrive à l'avenir. Nous pourrions ne pas être amis pour si longtemps. Et vous savez, il vaut mieux l'avoir sous notre propre contrôle. Mais dans cette négociation, eh bien, ce sont des négociations. Désolé, ils continuent d'appeler ça des négociations quand les Européens, les Américains et les Ukrainiens parlent entre eux. Ils appellent ça des négociations. Je pense qu'ils oublient qu'ils sont tous du même côté contre la Russie. Mais en tout cas, à Paris, les Européens semblaient très sûrs qu'ils pensaient que les Américains allaient leur garantir un soutien, c'est-à-dire en envoyant des troupes européennes. En Ukraine, en d'autres termes, s'ils envoient des troupes en Ukraine, et non, mais quand les Russes les éliminent tous, alors les Américains interviendraient. Mais vous savez, cette hypothèse ne sort pas de nulle part. Il semble que les États-Unis pourraient les avoir laissés délibérément avec cette impression avant de se retirer. Alors cela pose la question, pourquoi? Est-ce que l'administration Trump essaie de encourager les Européens à envoyer des troupes, même si elles ne seront pas protégées? Donc encore une fois, est-ce un effort pour mettre fin à la guerre, ou veulent-ils simplement que les Européens continuent la guerre dans la prochaine étape? Non, en fait, je pense, je vais d'abord le regarder du point de vue de la Russie. Vous savez, quand vous voyez votre ennemi, votre adversaire se suicider, n'intervenez pas pour l'arrêter. En fait, vous savez encourager à continuer. Et c'est ce que, je pense, la Russie voit maintenant les États-Unis faire vis-à-vis de l'OTAN. C'est bien l'une des préoccupations légitimes des Russes jusqu'à présent a été qu'une OTAN unifiée représente une menace significative pour la Russie. Maintenant, en observant les pitreries de Trump et en provoquant essentiellement une confrontation avec le reste de l'OTAN, nous avons vu, juste au cours des dernières 24 heures, des commentaires de Macron et d'un membre, je pense, d'un membre de la législature française disant « Et nous devons nous retirer de l'OTAN. Nous devons partir. » Tout à coup, la perspective d'une OTAN désunie et divisée est très réelle. Si je travaillais sur cette question du point de vue des services de renseignement russes, bon sang, je ferais tout pour encourager cela. Plus il y en a, mieux c'est, car en fin de compte, cela nous rendra plus sûrs à long terme. Mais Trump semble agir presque comme un agent de la Russie à cet égard. Au lieu de promouvoir l'unité et de faire ce qu'il peut, il provoque des confrontations avec le Danemark. Vous savez, le seul aux États-Unis. Si vous demandez à la plupart des gens de trouver le Danemark sur une carte, seuls ceux qui ont vu beaucoup de films hollywoodiens avec Danny Kaye se souviennent que Danny Kaye était cet acteur. Il était connu pour chanter cette chanson Wonderful, Wonderful Copenhagen, Salty Old Queen of the Sea, si vous savez, et c'était entraînant. C'était le Danemark. Mais vous savez, maintenant le Danemark mobilise la petite force militaire qu'il a, l'envoyant au Groenland pour repousser les États-Unis. Bon sang, on dirait vraiment un film avec Peter Sellers, vous savez, The Mouse That Roared. Donc, si vous êtes la Russie qui regarde cela, vous savez, vous criez, ajoutez une bûche à ce feu, parce que plus l'OTAN se désunit sur cette question de l'intimidation américaine, mieux c'est pour la Russie. Oui, je pense que c'est... Eh bien, il y a une citation attribuée à Napoléon qui dit « Ne jamais interrompre votre ennemi lorsqu'il fait une erreur ». Et c'est ça. Je pense que c'est une bonne raison pour ne pas rester discret. Mais l'hypothèse est que si la Russie ne le fait pas, plus elle repousse, plus elle unira les pays occidentaux. Mais si elle fait simplement un pas en arrière, le tout s'effondrera de lui-même. Eh bien, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez de la retenue de la part de la Russie avec l'utilisation, par exemple, du missile arsenic qui ne sort pas des frontières de l'Ukraine et qui frappe en Ukraine des cibles qui minimise les pertes civiles, mais maximise les dommages à l'infrastructure ukrainienne pour qu'elle, vous savez, ne puisse plus continuer à fournir de la chaleur dans les foyers et du carburant pour les usines. Alors, juste en guise de dernière question, où va cette guerre maintenant? Parce que nous voyons que les lignes de front sont, elles continuent de se détériorer. Je pense dans la région de Zaporizhia, c'est plus clair que n'importe où ailleurs, mais aussi en progression vers Dnipro, Kharkiv, région de Sumy. Mais toutes ces victoires militaires, alors que nous voyons les victoires militaires croître, il y a aussi plus de pression sur, comme vous l'avez dit auparavant, l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, à la capacité de production à la fois pour l'économie et pour la guerre. Et bien sûr, maintenant avec, comme vous l'avez également mentionné, lorsque le maire de Kiev
Klitschko encourage les gens à quitter la capitale. Je veux dire, où vont-ils aller? Je suppose, vous savez qu'il a dit plus ou moins vous partez si vous avez un autre endroit où aller, mais pour beaucoup de gens, ça signifiera quitter le pays. Maintenant, encore une fois, cela a, je suppose, de nombreux avantages pour la Russie. Premièrement, cela paralyse l'économie, cela paralyse un peu la société. Cela rend plus difficile pour eux de réellement se battre. Mais en même temps, cela rend plus facile la conquête des villes si elles ne sont pas pleines de civils qui peuvent être tués. Alors, voyez-vous une mise en place pour un affrontement final? Je veux dire, cherche-t-il un effondrement? Parce que ce n'est pas comme si cela pouvait durer éternellement. Cela semble. C'est ça? Plus il y a de trous sur la ligne de front, plus les Ukrainiens soutiennent ou essaient de combler ces trous avec leurs réserves. À un moment donné, il n'y a plus de réserves et alors tous les trous commenceront à fuir en même temps. Oui. Non, l'Ukraine a clairement un problème de main-d'œuvre. La Russie a un excès de force. Vous savez, ils ont renforcé leurs effectifs de façon continue. Je pense que les forces terrestres russes comptent actuellement 1,5 million d'hommes. Ils poussent à la fois la mobilisation et les campagnes de recrutement pour dépasser les 2 millions. Et ce n'est pas pour vaincre l'Ukraine. C'est pour la guerre suivante avec l'OTAN qu'ils préparent. Cela ne signifie pas qu'ils vont le faire, mais cela signifie qu'ils sont préparés. Ils anticipent et planifient pour ne pas se retrouver dans une situation, franchement, comme celle de 2022, où ils n'avaient pas vraiment prévu cela. Ils avaient un bon plan A, mais ils n'avaient pas de bon plan B ou plan C si le plan A échouait. Un peu l'inconnu maintenant, ou la variable qui est introduite dans tout ce calcul et qui change la réponse est ce comportement erratique de Trump. Si Trump engage une confrontation avec le Danemark au sujet du Groenland, cela va accélérer le déclin de l'OTAN et affaiblir davantage l'OTAN. En fait, vous avez déjà Meloni, Premier ministre d'Italie, qui appelle eh bien, vous savez, peut-être qu'il faut commencer à parler à la Russie maintenant. Et les Russes seraient heureux de discuter. Ils préféreraient s'entendre avec les Européens plutôt que non. S'ils ne sont pas. S'ils ne détestent pas les Européens. Mais ce n'est plus quelque chose avec lequel ils sentent qu'ils doivent absolument entretenir une relation. Donc ça. Situation militaire sur le terrain en Ukraine, cependant, je pense qu'elle va rapidement se détériorer. Ce que nous voyons maintenant va s'accélérer et la Russie finira par purger, vous savez, les soldats ukrainiens de Donetsk. Ils seront bien avancés. En fait, en ce moment, ils sont à environ 20 km de Zaporizhia, cette énorme ville. La même chose à Soumy. Donc ils sont au point où ils seront capables d'encercler et d'envelopper Zaporizhia, Dnipropetrovsk et Soumy. Et tout d'un coup, vous savez, 3 grandes villes de l'Ukraine sont en danger d'être perdues. Et à ce moment-là, vous savez, Poutine a clairement indiqué que l'accord qui était sur la table sera remplacé par un nouvel accord. Ce qui signifie que s'ils occupent Dnipropetrovsk et Soumy et Poltava, alors ces oblasts auront la possibilité de voter pour devenir une partie de la Russie. Oui. Zelensky vient tout juste, je pense que c'était il y a quelques heures, de faire une déclaration selon laquelle la tactique des Russes est maintenant de fermer. C'est plus ou moins le mot, de fermer les villes ukrainiennes. Donc si les villes sont fermées, comme ce que vous voyez maintenant avec Kiev, alors eh bien, essentiellement le pays se ferme et la guerre est terminée. Et comme vous l'avez dit, étant donné, et c'est juste Kiev, mais étant donné la proximité qu'ils ont maintenant avec des villes comme Soumy, Kharkiv et Zaporizhia, alors ce sont les grandes villes. Donc non. Donc oui, Kiev est la plus grande, Kharkiv est la deuxième plus grande. Je veux dire, c'est assez important. Donc désolé, une dernière question alors. Bien sûr. Quelle est la prochaine étape ici alors? Parce que les Européens ont clairement fait savoir qu'ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Ils pensent que si la guerre se termine, alors toute cette armée russe massive, ils pourront se déployer, vous savez, en mer Baltique ou quelque part le long de nos frontières, donc mieux vaut continuer la guerre. Mais s'il n'y a pas de volonté de mettre fin à la guerre, que pourriez-vous faire? Et vous savez, les États-Unis sous Trump, ils ont un ton plus accommodant. Ils veulent parvenir à un accord, tout ça. Mais pourtant, les agences de renseignement, ce n'est pas comme si elles allaient être délogées d'Ukraine sans combattre. La CI ne va nulle part. Alors, que se passerait-il, je suppose, le lendemain? Disons que l'Ukraine capitule demain, à quoi cela ressemblerait-il réellement?
Est-ce que vous auriez les différentes factions en Ukraine qui se retourneraient les unes contre les autres? Y aurait-il une guerre civile? Comment vous? Je veux dire, il semble y avoir toute une série de nouveaux problèmes le lendemain. Eh bien, la clé sera de savoir qu'il y a le contrôle des armes, qui a l'armée, qui restera avec une certaine capacité à mener des opérations militaires ou paramilitaires en Ukraine. Ce seront eux qui seront les décideurs. Et vous savez, la Russie est suffisamment sage pour comprendre qu'ils vont devoir traiter avec eux. Vous savez, les tuer, ils les tueront. Vous savez, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec la deuxième guerre de Tchétchénie. J'ai vu un commentaire fascinant de Apti Alodinov et vous savez, j'ai aussi la chance de considérer Apti comme un ami. Vous savez, il est assis devant un drapeau qui symbolise sa foi islamique et le drapeau national russe. C'est avant tout un patriote russe, mais il réagissait à l'arraisonnement de ce navire, le Marinra, et voyait cela essentiellement comme un affront direct, une attaque directe contre la Russie qui devra recevoir une réponse. Je pense que la prochaine étape sera que la Russie limitera encore ses opérations militaires à l'Ukraine. Je ne serais pas surpris de les voir se tourner vers les États-Unis et dire « Nous allons vous mettre en garde à l'avenir ». Tout avion de reconnaissance américain dans la mer Noire. Tout le long de nos frontières, ils seront des cibles légitimes et nous les abattrons. Donc, si vous continuez à les envoyer, nous les abattrons. Nous vous mettons en garde, déployer des forces sur des navires battant pavillon russe qui résisteront à toute tentative des États-Unis de monter à bord de ces navires. Cela va escalader la situation et les États-Unis pourraient essayer de riposter. Donc je pense qu'il y a un risque significatif à la fois que cela escalade vers une confrontation militaire et ensuite l'autre aspect est ce qui se passe lorsque les États-Unis et Israël attaquent l'Iran, que la Russie est maintenant dans une relation militaire plus étroite pour aider l'Iran à se défendre que jamais auparavant. Donc nous avons deux grands pots de poudre canon qui sont ouverts et nous nous promenons en fumant des cigarettes et en jetant des cendres. C'est un comportement dangereux autour de la poudre à canon ouverte. Eh bien, c'est ce qui semble sera le scénario dangereux maintenant que, à mesure que la guerre touche à sa fin, le camp perdant, c'est-à-dire l'OTAN et bien sûr l'Ukraine aussi, deviendra plus désespéré. Pendant ce temps, les Russes pourraient être, je suppose, oui, l'arrogance pourrait aussi être un problème là-bas. Ils pourraient devenir un peu trop audacieux. Mais au-delà de l'audace, tout le dispositif que nous avons eu au cours des 4 dernières années, comme « Oh, c'est une grande guerre », maintenant, nous pouvons essentiellement utiliser l'Ukraine comme position de tir. Nous pouvons attaquer la flotte russe de la mer Noire, nous pouvons lancer des missiles en Russie. Vous savez, l'OTAN est-elle prête à renoncer à ce privilège une fois la guerre terminée? Il semble que, comme vous l'avez dit, à un moment donné, les Russes diront plus ou moins « Pourquoi acceptons-nous ces drones occidentaux survolant la mer Noire, choisissant des cibles pour nous frapper ?» Vous savez, plus ils sont confiants dans la bataille contre le mandataire occidental, plus ils seraient, je suppose, confiants en termes de repousser contre l'Ouest. Maintenant, bien sûr, l'Occident n'est pas une entité unique. Je suppose qu'ils essaieraient d'abord de punir les Allemands, par exemple, étant donné qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires et qu'ils ne sont pas... oui, ils sont très méprisés et il est douteux que les Américains viennent à leur aide. Mais quelque chose va changer. C'est comme si cela ne pouvait plus continuer comme ça. Eh bien, avez-vous vu le commentaire de Merz? Je l'ai trouvé amusant. Il a dit oui, non, eh bien, nous ne déploierons pas de forces allemandes en Ukraine sans la permission de la Russie. J'ai pensé, et il n'est pas complètement fou. Il a reconnu que, vous savez quoi, si vous avez l'accord russe sur ça, c'est une chose, mais si vous ne l'avez pas, vous ne le faites pas. Ce qui, apparemment, ce message n'est pas parvenu à Keir Starmer et à son équipe. Oui, mais c'est cet argument normatif. Nous pouvons mettre des troupes en Ukraine parce que l'Ukraine est un pays souverain. Il nous invite. La Russie ne peut rien dire. Je veux dire, c'est comme... Cela semble tellement moralement agréable et, disons, correct, mais cela a été notre projet au cours des 30 dernières années de créer une Russie sans l'Europe. Nous veillons simplement à ce que la Russie ne participe à aucune institution européenne clé avec l'UE, l'OTAN, tout ce qui définit l'Europe, et maintenant, elle n'a pas de voix. Donc maintenant... D'accord. Nous pouvons prétendre que la Russie n'est pas là. Le problème, si, vous savez, la Russie s'affirmera d'une manière différente. Cette idée que, eh bien, nous n'avons pas besoin de la permission de la Russie, eh bien, vous en avez un peu besoin. Si vous n'avez pas cette permission, alors vous serez accueillis avec des Oreshniks. C'est un trait, je ne comprends pas ça. Classe politique,
Je pense que nous devons ramener la vieille garde de la guerre froide. Ces dirigeants, au moins, ils avaient un peu de bon sens et la capacité de montrer un certain respect pour la guerre et leurs adversaires. C'est bien, encore une fois, penser à cela. Ils sortaient d'une guerre terriblement destructrice. Ils avaient perdu des amis et de la famille. Ils avaient vu leur pays dévasté. Vous savez quel était le coût? Vous savez, le coût n'était pas une construction théorique. C'était réel, c'était tangible. Et ils savaient qu'ils ne voulaient pas revenir sur cette route. Alors ils avaient une forte incitation à vraiment obtenir des règles de vie auxquelles nous serons tous d'accord pour ne pas, vous savez, colorier en dehors de ces lignes, que nous resterons à l'intérieur de ces lignes afin que nous puissions éviter cette guerre. Ce qu'ils affrontent maintenant avec Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout guidé par cela. Il est incontrôlable. Eh bien, nous n'apprenons pas de l'histoire, et je suppose que c'est la principale malédiction dont parlent beaucoup de gens, que chaque génération doit apprendre les horreurs de la guerre par elle-même. Alors que les générations de la Seconde Guerre mondiale disparaissent, il n'y a plus personne avec la mémoire des horreurs de la guerre. Encore une fois, au cours des 30 dernières années, la guerre est quelque chose qui arrive à d'autres personnes loin d'ici. Je pense que cette génération réalisera que, oui, la guerre implique que des Oreshniks tombent sur nos villes. Mais j'avais déjà pas mal de dernières questions à vous poser, donc je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps. Oh, j'apprécie toujours vos dernières questions. Elles sont toujours perspicaces. Continuez simplement votre bon travail. J'ai particulièrement aimé votre conversation avec Sergei Karaganov. Je trouvais cela très instructif. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et pour ceux qui écoutent, je laisserai un lien vers cette conversation, la description. Merci, Larry, et passez un excellent week-end. D'accord, mon ami, prenez... Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent, échangent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on